dont se sont détournés les hommes et qui voudraient vous épargner la souffrance d'être comme eux. La Société des Nations avait négligé son appel et abandonné les sanctions contre l'Italie, mais il ressentait une sorte de paix et pensait à la prière récitée à Jérusalem dans la grande ombre de son ancêtre Salomon. J'espère de votre compassion qu'il me soit donné un jour d'éprouver le secours de votre justice. On l'oublia. Ses ministres s'éparpillèrent au gré de petits emplois. L'impératrice Ménène, gravement malade, se retirant en Palestine. Sa fille préférée mourut sans révolte et sans crainte. Parfois, il se rendait à Brighton pour contempler la mer. Allons, ce n'était pas si triste. Un antiquaire venait de lui donner 40 guinées pour un plateau d'argent. Et il avait reçu une bien belle lettre d'une enfant de 15 ans qui lui disait « Je pense à vous et vous admire », avec une grande signature penchée, Élisabeth, princesse d'Angleterre. En Éthiopie, l'Empire avait été noyé dans un grand ensemble colonial composite dont le délire des chemises noires entendait faire le modèle d'un État fasciste. Pour les cœurs sensibles de l'opinion italienne, on vantait avec émotion l'admirable dévouement des médecins et des ingénieurs qui apportaient la civilisation à des peuplades sauvages qu'un despote avait maintenues dans l'obscurantisme et la misère. En fait, l'exploitation de la colonie s'étalait cynique et sans vergogne. Pour construire les routes et les chalets piémontés des occupants, on avait rétabli le travail forcé, tandis que des missionnaires imbéciles injuriaient la foi du peuple en rasant les monastères pour y bâtir leurs églises. L'essentiel de la famille impériale et de ses fidèles avait été passé par les armes, tandis que Graziani avait abandonné Addis Abeba au quartier libre de ses forcenés durant plusieurs jours après un attentat. Et quand certains officiers rechignaient devant tant d'énergie, Rome faisait sèchement répondre « De quoi se plaignent les Éthiopiens? N'ont-ils pas comme nous Vittorio De Sica et les derniers films de Cinecittà pour se distraire ?» You are American? No, I'm Italian, and you? I am Italian, anch'io. Lei viene da New York? Sì. Abbiamo avuto una bellissima traversata, un tempo divino e una cotrì così simpatica. Lei conosce i piccoli Miletto? Sì, di vista. Sono così simpatici. Vengono da Hollywood e sono in viaggio di nozze. Carina lei, è una Carozzi, la seconda delle Carozzi. Ah, sì? Permetta che mi presenti. Ma io so già il suo nome. Come? Sa già il mio nome? Max Varaldo. Ah, già, Max. L'ho letto sulla sua piccola laica. Parente dei Varaldo di Genova? Lontano, molto lontano, ma dello stesso ceppo. En somme, tout le monde était content. Les vivants parce que Mussolini veillait sur leurs loisirs et les morts parce qu'il les surveillait encore. Un homme, cependant, condamnait obstinément le génocide, le duc d'Aoste. Héros des guerres libyennes où il s'était opposé à son supérieur Graziani, cousin préféré du prince héritier Umberto, auquel l'attachait une affection très ancienne, observée à la loupe par les habitudes de chantage du Duce, Amédée faisait partie, comme son ami, de ces êtres très rares qui gardent leur probité dans le monde du crime et leur lumière parmi les chemises noires. Ayant compris que les atrocités commises par Graziani sur ses ordres étaient finalement dangereuses, Mussolini le nomma vice-roi en remplacement du maréchal sanguinaire, enragé par cette disgrâce. Amédée voulut alors obtenir par le chemin des cœurs ce que l'impasse du sang avait refusé à Graziani. Mais il y avait eu trop d'infamie. Décimée, la société éthiopienne était en ruine et il n'y avait plus personne à qui parler, à l'exception, bien sûr, de la colonie des chemises noires et des petits blancs qui n'entendaient pas se faire mesurer leurs privilèges par un prince d'Italie.
Sa femme l'avait suivi en s'accommodant de cet empire de location. Bref, toute cette histoire était un piège où il avait le sentiment de perdre son honneur et son amour. Avec la guerre, il perdit autre chose encore, le contact avec Rome. Or, Churchill venait de surgir des flammes du cataclysme universel. Et Haïlé Sélassié, manipulant les remords qu'il éprouvait de ne pas l'avoir soutenu, lui avait arraché un point d'appui au Soudan et un conseiller militaire hors de pair, le major Wingate. C'était peu, mais suffisant pour le timide exilé transi qui venait d'agir avec la détente stupéfiante d'un fauve. Les Italiens le croyaient encore en train de moisir dans un vague pavillon de la banlieue de Londres, et la presse anglaise avait perdu sa trace entre Jérusalem et Khartoum. En fait, l'effarement des ennemis et la surprise des Alliés convenaient très bien à son art consommé de la mise en scène. Cette résurrection soudaine avait frappé les esprits comme un arrêt de la Providence, dont la nouvelle se répandit telle une traînée de poudre à travers tout l'Empire, appelant des colonnes miraculeusement levées du néant à rejoindre le phénix éthiopien. Une fois de plus, les messagers aux pieds nus avaient fait merveille. Dans Addis Abeba, cerné d'invisibles maquisards, Amédée d'Aoste se trouvait seul à son tour, condamné à apaiser bravement la nervosité de ses frères égarés, otage des coupables, geôlier du désastre et prisonnier du naufrage de ses rêves. Cependant, lorsqu'il parvint enfin en vue de la capitale, Haïlé Sélassié parut hésiter. Les Anglais avaient brusquement bloqué leur renfort sur les arrière-pensées d'une confiscation de l'Empire. Et il se demandait comment trouver en soi-même cette énergie de Ménélique